La confiance, une ressource non renouvelable. Voici une réalité douloureuse que la plupart des survivalistes refusent d'accepter. Si vous essayez de former un groupe de survie après l'effondrement, vous avez déjà 6 mois de retard. Lorsque le réseau électrique s'effondre complètement, que les supermarchés sont pillés en quelques heures, et que les autoroutes sont encombrées de voitures accidentées. La fenêtre d'opportunité se referme brutalement. Pourquoi? Parce que la panique est un facteur qui détruit complètement la confiance sociale. lorsque les gens ont faim, qu'ils ont peur, que l'État-providence a disparu. Chaque étranger devient une menace mortelle. La confiance est une denrée d'avant l'effondrement. Vous ne pouvez pas instaurer la confiance dans le gore. Vous devez la cultiver maintenant, alors que les lumières sont encore allumées. Que la société fonctionne encore un peu. Que les gens ont encore quelque chose à perdre en vous trahissant. Comprendre ce timing est vital. Le phénomène psychologique appelé biais de normalité, normalcy bias, fige les gens durant les premières heures d'une catastrophe. La plupart supposent que l'électricité reviendra, que la police est en route, que l'État a un plan. Ces heures de sidération sont votre plus grand avantage. Pendant que les masses sont dans la confusion, vous devez avoir déjà tissé votre toile. Lorsque la crise éclate réellement, que le voile de la normalité se déchire, La nature humaine revient à ses réglages les plus primitifs. Le cortisol et l'adrénaline bloquent la pensée rationnelle. À ce moment-là, vous ne pouvez pas dire « faites-moi confiance » car le cerveau de chacun hurle seulement « survivre ». La construction de la confiance est un luxe de temps de paix. En temps de guerre, seules les alliances et les intérêts parlent. votre tribu ne commence pas dans les ruines enfumées de l'apocalypse. Elle commence aujourd'hui. Elle commence dans votre quartier, dans votre salon, dans les relations que vous entretenez ou ignorez actuellement. La tribu la plus sûre est celle que vous connaissez déjà. Lorsque le monde s'arrêtera, vous n'aurez pas le temps de mener des entretiens d'embauche. Vous aurez immédiatement besoin de personnes en qui vous pouvez avoir une confiance aveugle. Cela signifie que votre tribu est déjà autour de vous. Vous ne l'avez simplement pas encore activée. Voici la hiérarchie des recrutements par ordre de priorité vitale. Priorité, famille et foyer. C'est votre première ligne de défense. Les personnes qui vivent sous le même toit que vous. Elles connaissent vos habitudes, vos faiblesses, vos habitudes de sommeil. Le lien de confiance est biologique et historique. Vous avez surmonté les disputes, les crises financières ou les repas de famille tendus. Mais soyez prudents et écoutez bien. Les liens émotionnels sont une arme à double tranchant. Les liens du sang peuvent rendre votre groupe indestructible ou vous paralyser lorsque des décisions difficiles doivent être prises. Posez-vous maintenant des questions difficiles. Si votre frère est blessé, s'il ralentit le groupe et attire les pillards, pouvez-vous le laisser derrière vous? Pouvez-vous imposer une discipline militaire à votre conjoint? Si votre famille refuse de quitter la maison familiale ou se languit de l'ancien monde, mettant ainsi tout le monde en danger, pouvez-vous vous opposer à elle? La famille est votre plus grande force, mais aussi votre plus grande faiblesse tactique. Acceptez-le. Planifiez en conséquence. De plus, vous devez être prêt à porter le fardeau émotionnel de la famille. Dans un moment de crise, vos proches n'attendent pas seulement de vous une protection physique. Ils attendent aussi un mensonge rassurant, un espoir que tout ira bien. Diriger, ce n'est pas seulement donner des ordres, c'est absorber la peur du groupe et la transformer en action. Dans cette nuit sombre où votre conjoint panique et où vos enfants pleurent, vous êtes la seule personne qui n'a pas le droit de trembler. Si vous n'établissez pas la hiérarchie familiale maintenant, en douceur, votre parole ne sera pas écoutée dans le chaos. La démocratie est belle, mais on ne vote pas pour sortir d'un immeuble en feu. En temps de crise, votre famille doit avoir le réflexe d'exécuter vos instructions sans poser de questions. Ce n'est pas de la tyrannie, c'est la discipline de la survie. Priorité numéro 1. Le réseau local. La mentalité européenne diffère radicalement des fantasmes américains sur ce point. Aux États-Unis, on rêve de se réfugier dans une cabane isolée. En France, en raison de notre densité de population, il n'existe pas de zone sauvage où vous pourriez vous cacher. Vous devrez probablement rester chez vous, dans votre maison ou votre appartement. Dans ce scénario, vos voisins sont votre destin. Ils seront soit vos meilleurs alliés, soit vos pires ennemis. Il n'y a pas de zone neutre. Vous ne pouvez pas ignorer les personnes qui vivent à mètres de votre porte. Un autre facteur qui change l'équation de survie en ville est la géographie verticale.
Vivre dans un appartement est stratégiquement similaire à vivre dans un château médiéval, mais avec des risques modernes. La porte d'entrée est le pont-levis. La cage d'escalier est le point de passage critique. Si vous vous organisez avec vos voisins, un immeuble de 10 étages peut devenir une forteresse imprenable face aux menaces extérieures. Des guetteurs sur le toit, des barricades au rez-de-chaussée et des ressources partagées. Mais si vous ne vous organisez pas, ce bâtiment devient un tombeau. Escalier de secours, conduit d'aération, mur fin, un incendie dans l'appartement voisin est votre problème. Une fuite d'eau à l'étage est votre problème. Les pleurs du bébé du voisin, qui attireront les pillards à votre porte, sont votre problème. C'est pourquoi être un homme gris, Greyman, et se cacher est impossible à long terme dans la vie en appartement. Soit vous gérez le bâtiment, soit le bâtiment vous avale. Voici la bonne nouvelle. Vos voisins sont une mine de talent que vous n'avez pas encore découverte. Regardez votre immeuble ou votre rue d'un autre œil. Le retraité du 3e étage vous dérange? Il est peut-être ingénieur industriel ou technicien. Il sait comment les choses fonctionnent. La femme infirmière indépendante qui se gare mal devant chez vous, c'est une mine d'or médicale. Elle a des stocks, elle a des connaissances. L'homme bizarre qui passe son temps à bricoler dans son garage, c'est peut-être un génie du système D, capable de réparer un générateur ou de fabriquer une radio à partir de déchets. L'enseignant du rez-de-chaussée? Il peut s'occuper des enfants et leur apporter une certaine structure et une éducation lorsque les écoles sont fermées. Ces personnes sont des multiplicateurs de puissance. Elles sont déjà là. Pas besoin de voyager. Pas de cauchemar logistique. Pas de risque de séparation. Mais vous devez les recruter maintenant, pas lorsqu'elles auront faim et qu'elles viendront frapper à votre porte pour mendier. Lorsque vous évaluez les gens, oubliez les symboles de statut du monde moderne. La valeur d'un directeur de banque après une crise, s'il n'a pas d'autres compétences, est proche de zéro. En revanche, ce jeune homme silencieux, peut-être un peu asocial, qui passe ses week-ends en forêt, pourrait être l'atout le plus précieux de votre groupe. Dans la chasse au talent, concentrez-vous sur les compétences transversales. Un dentiste ne fait pas qu'arracher des dents. Ses compétences motrices fines, sa connaissance de la stérilisation et de la gestion de la douleur sauvent des vies lors de petites interventions chirurgicales. Un tailleur ne fait pas que coudre des vêtements. C'est un expert en logistique capable de réparer des équipements endommagés, des sacs, des tentes. Ne demandez pas « que fait cette personne dans la vie ?» Demandez « à quoi servira cette personne quand l'électricité sera coupée et les magasins fermés ?» Vos yeux ne doivent pas scanner les titres, mais la fonctionnalité. Priorité numéro 1, les groupes d'intérêt, la tribu choisie. Il s'agit de votre cercle social actif, votre club de tir, votre groupe de randonnée, les volontaires de la défense civile, les radioamateurs, voire votre association de jardinage communautaire. Un intérêt commun signifie généralement un état d'esprit commun. Ces personnes se sont déjà choisies elles-mêmes. Ils ont prouvé leurs compétences dans un domaine important. Ils ont prouvé leur dévouement en se levant tôt le samedi matin, en se tenant prêts, en contribuant à un effort collectif. Ils disposent de canaux de communication préexistants. Et surtout, ils pensent probablement comme vous. Ils sentent que le vent tourne. Ils attendent simplement que quelqu'un trouve le courage de briser le tabou et de le dire haut et fort. Plan d'action, l'art du soldat invisible. Comment aborder ce sujet sans passer pour un fou, paranoïaque ou un extrémiste? Lors d'une fête chez vos voisins, vous ne pouvez pas aller voir votre voisin et lui dire « Eh, quand la société s'effondrera dans le sang et les larmes, tu veux rejoindre ma milice armée ?» C'est le meilleur moyen d'être fiché comme terroriste ou d'effrayer tout le quartier qui vous considérera alors comme la menace numéro 1. Vous devez agir avec subtilité. Vous devez être un stratège social. Ne parlez jamais de l'apocalypse. Parlez de résilience. Parlez de bon sens paysan. Parlez des problèmes actuels. Utilisez les événements actuels comme levier. Inflation, pénurie, grève, tempête, coupure d'électricité. Comment aborder le sujet? Scénario. Approche technique. Bonjour, j'ai remarqué qu'il y avait eu des coupures d'électricité l'hiver dernier. J'ai acheté un petit générateur solaire et quelques batteries. Si une nouvelle coupure d'électricité survient et que vous avez besoin de recharger un appareil médical ou votre téléphone, n'hésitez pas à frapper à ma porte. Positionnez-vous comme une ressource et non comme une menace. L'objectif de ces conversations n'est pas de transformer immédiatement l'autre en survivaliste. C'est impossible. Votre but est de planter une graine de doute dans leur esprit. Le cerveau humain a besoin de temps pour s'habituer à une idée. Aujourd'hui, quand vous demandez « Que ferons-nous si l'électricité est coupée ?» Ils riront peut-être. Mais ce soir-là,
allongés dans leur lit, en fixant le plafond, ils penseront à cette question. Une semaine plus tard, en voyant une catastrophe naturelle aux informations, votre question leur reviendra en mémoire. Vous initiez le processus de prise de conscience. Ne leur vendez pas la peur, vendez-leur des solutions. Les gens fuient les problèmes, mais courent vers les solutions. Si vous dites « l'apocalypse arrive », on vous traitera de fou. Si vous dites « être préparé nous rassure », on vous verra comme un leader. Choisissez vos mots avec la précision d'un chirurgien. Approche alimentaire. À cause de l'inflation, les légumes sont très chers. Pour ne pas gaspiller les produits de mon potager, j'ai commencé à faire des conserves et de la fermentation lactique. Si ça t'intéresse, je peux te montrer comment faire. C'est très simple. Vous testez leur intérêt pour l'autosuffisance. Approche sécuritaire. Il y a eu des cambriolages dans le quartier voisin. Nous envisageons de créer un groupe WhatsApp avec les voisins afin de nous avertir mutuellement si nous voyons quelque chose de suspect. Qu'en penses-tu? C'est la première étape pour mettre en place une patrouille de sécurité sans le dire. Approche de compétences. Je vais passer mon certificat de secourisme le mois prochain. Je pense que cela peut toujours être utile en randonnée ou à la maison. As-tu déjà suivi une formation médicale? Vous rassemblez des gens pour préparer l'apocalypse. Vous êtes simplement un bon voisin, serviable, compétent, rassurant. Et ce faisant, vous recueillez des informations. Qui a des compétences médicales? Qui s'y connaît en réparation? Qui sait garder son calme? Qui a un potager productif? Qui possède des armes? Chasseurs, tireurs sportifs? Vous créez une base de données mentale des atouts et des responsabilités de votre région. Étape importante, le test de collision sociale. Vous avez identifié des candidats potentiels. Ils semblent sympathiques et compétents, mais vous ne savez rien d'eux tant que vous ne les avez pas mis sous pression. Il faut voir comment les gens réagissent au stress avant que celui-ci ne devienne mortel. Vous devez organiser un test bêta à faible risque. Proposez un week-end de camping un peu rustique. Organisez une randonnée difficile sous la pluie. Ou profitez d'une véritable coupure d'eau ou d'électricité dans le bâtiment pour observer les réactions en temps réel. Observez attentivement. Qui prend l'initiative de résoudre le problème? Qui reste assis à attendre d'être secouru? Qui se plaint dès que le confort disparaît? Qui panique pour des broutilles? Qui essaie de dominer le groupe avec son ego? Qui essaie de profiter des autres? C'est votre processus de sélection naturelle. Si quelqu'un a oublié son sandwich, celui qui partage le sien est un membre potentiel de la tribu. Celui qui stocke des provisions au cas où elle les mange en cachette est un danger, un manque de responsabilité. Testez-les dès maintenant. L'échec ne signifie qu'un mauvais week-end pluvieux, pas la mort de vos enfants. Si quelqu'un échoue à ce test, s'il fait preuve d'égoïsme, de panique ou de paresse, rayez-le de votre liste mentale. Ne l'invitez pas lorsque les choses deviennent sérieuses. Durant ces tests, surveillez également les micro-expressions et les comportements de déplacement. Le vrai caractère ne se révèle pas dans les grands événements, mais dans les détails. Regardez la réaction de quelqu'un dont le briquet ne fonctionne pas en essayant d'allumer un feu. Essaie-t-il calmement à nouveau ou jette-t-il le briquet par terre avec rage? Cette petite explosion de colère est un aperçu de ce qu'il fera une arme à la main sous un stress intense. Ou la tendance à blâmer les autres en cas de fatigue. Celui qui dit « quelqu'un a mal lu la carte » est un lâche qui fuit ses responsabilités. En temps de crise, les lâches deviennent des traîtres. Car la peur est une pulsion plus forte que la loyauté. Vous ne testez pas seulement l'endurance physique, mais aussi la colonne vertébrale morale. Il y a de la place dans votre groupe pour des gens physiquement faibles mais mentalement d'acier. Mais ceux qui sont mentalement pourris, aussi musclés soient-ils, sont le cancer du groupe. Accord tacite. Vous n'avez pas besoin de formaliser les choses. Vous n'avez pas besoin de signer un contrat avec votre sang ou de créer un nom de groupe commando. C'est une paranoïa inutile. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un réseau informel composé de personnes compétentes et fiables, qui savent qu'elles peuvent compter les unes sur les autres lorsque la vie normale s'effondre. L'objectif est de parvenir à un accord mutuel. Si les choses tournent mal, nous nous retrouverons chez moi. Si le réseau tombe en panne, nous sécuriserons ensemble l'entrée de l'immeuble. Cet accord doit aussi avoir une dimension technique. Le plan de communication, PACE, Primary, Alternate, Contingency, Emergency. Quand WhatsApp et les réseaux téléphoniques s'effondreront, et ce seront les premiers à tomber, comment communiquerez-vous? Mettez en place un système simple de radio PMR ou, plus simple encore, des signaux visuels. Un tissu rouge à la fenêtre peut signifier « j'ai besoin d'aide ». Un tissu noir, je suis en sécurité, mais n'approchez pas. Définissez aussi des boîtes aux lettres mortes, dead drops, des points cachés convenus à l'avance
où vous pouvez laisser des informations ou de petites ressources quand se rencontrer physiquement est trop dangereux, sous une pierre, dans le creux d'un arbre. Nos esprits habitués au confort du numérique ont oublié la fiabilité du monde analogique. Le groupe qui peut communiquer sans réseau est le roi borgne au pays des aveugles. Lorsque le pouvoir central aura disparu, lorsque la police ne répondra plus au téléphone, vous saurez déjà où aller. Vous saurez à quelle porte frapper. Vous saurez qui veille sur vous. Parce que vous aurez déjà constitué votre tribu, avant que le chaos ne commence, avant que la peur ne s'installe, avant que la faim ne transforme vos voisins en loups. Le meilleur moment pour le faire, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, juste après avoir lu ceci. Mais soyez prudents. Réunir les gens n'est qu'un début. Une fois que vous les avez réunis, c'est là que les choses se compliquent. Une tribu n'est pas un groupe d'amis qui boivent de la bière en attendant la fin du monde. C'est une organisation complexe. C'est une machine qui fonctionne grâce à des rouages humains. Et si vous ne définissez pas des rôles spécifiques, si vous ne savez pas comment structurer les compétences, votre tribu s'effondrera de l'intérieur dès la première crise. Dans la section suivante, nous examinerons l'anatomie complète d'une tribu survivante. Nous verrons les départements essentiels à remplir, comment filtrer impitoyablement les étrangers et identifier les virus sociaux qui menacent de vous détruire. L'anatomie du clan, les piliers et le protocole de survie, l'organisation ou la mort. Vous avez des gens, ou du moins, vous pensez en avoir. Mais attention, une tribu n'est pas simplement un groupe de personnes entassées dans une pièce pour se réchauffer. Si vous entassez 15 personnes dans un appartement non aménagé, vous n'aurez pas une tribu. Vous aurez une révolte en gestation. Il y aura un chaos latent qui éclatera dès que la faim se fera sentir. Une tribu est une organisation. C'est une micro-société. Considérez votre tribu comme une entreprise dont le seul but est de survivre. Vous avez besoin de départements, d'experts et d'une culture d'entreprise stricte qui empêche tout le monde de s'entretuer pour obtenir la dernière boîte de raviolis. Si vous ne structurez pas votre groupe avec une précision militaire, vous échouerez. Et ici, échouer ne signifie pas faire faillite. Il signifie la mort. Les éléments de la survie. Oubliez les rôles des jeux de rôle ou des jeux vidéo. Chaque tribu a besoin de 4 fonctions essentielles. Si l'une d'entre elles fait défaut, la tribu s'affaiblit. Si 2 d'entre elles font défaut, la tribu disparaît. Chapitre Défense et sécurité. Méfiez-vous des clichés américains. Ce ne sont pas seulement des tireurs. En France, où les fusils d'assaut ne sont pas en vente libre, ce rôle exige plus de cerveau que de gâchettes. Vous avez besoin de tacticiens, des personnes qui comprennent les angles de vue, qui peuvent sécuriser une zone, qui savent rester éveillées et vigilantes lors d'une garde nocturne glaciale à 5 heures du matin. Des personnes capables de lire un environnement urbain ou rural, de poser des pièges sonores, d'effectuer des reconnaissances secrètes. Où les trouver? Parmi les anciens militaires et policiers, bien sûr, mais aussi parmi les chasseurs, qui connaissent la forêt et savent faire preuve de patience, les maîtres en arts martiaux, pour le combat rapproché, et les agents de sécurité. Attention, recherchez avant tout la stabilité émotionnelle. Un Rambo instable est plus dangereux qu'un ennemi extérieur. La défense ne consiste pas seulement à monter la garde d'une arme à la main. Il s'agit de mettre en place une architecture de défense passive. Votre équipe de sécurité doit rendre l'accès à votre groupe physiquement difficile pour un agresseur. Du verre brisé dans les escaliers, du grillage aux fenêtres, des barricades limitant le champ de vision. Le but n'est pas d'entrer en conflit, mais de dissuader le conflit. Les pillards, comme l'eau, choisissent le chemin de moindre résistance. Si votre immeuble ou votre camp semble être un morceau difficile, ils se dirigeront généralement vers une cible plus facile. De plus, la discipline du silence et la discipline de lumière sont vitales. La lumière d'une seule bougie s'échappant vers l'extérieur la nuit est une invitation visible à des kilomètres. La mission première de l'équipe de défense n'est pas de presser la gâchette, mais de dissimuler votre présence. Être invisible vaut mieux qu'être blindé. Technique et logistique. Ce sont des magiciens habiles, les rois du système D. Vous avez besoin de personnes capables de réparer un moteur avec du fil de fer, de renforcer une porte blindée, de purifier l'eau de pluie polluée ou de construire un système électrique à partir de batteries de voitures hors d'usage. Lorsque le filtre à eau tombe en panne, que le chauffage tombe en plein hiver, qu'il faut isoler une pièce pour conserver la chaleur, ce sont eux qui vous sauvent la vie. Où les trouver? Ce sont des mécaniciens, des électriciens, des plombiers, des radioamateurs et des makers qui passent leur vie à bricoler dans leur garage. Un bon réparateur vaut 10 soldats.
Il permet au groupe de rester en mouvement, au chaud et hydraté. Une autre mission critique de l'équipe logistique est l'extraction urbaine ou le pillage logistique. À mesure que la crise se prolonge, les quincailleries et les supermarchés se videront. À ce stade, les véhicules et bâtiments abandonnés deviendront votre quincaillerie. Une voiture n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un énorme entrepôt de pièces détachées. Sa batterie pour stocker de l'énergie, son alternateur pour fabriquer une éolienne ou une turbine hydraulique, les housses de siège pour l'isolation ou le rapiessage de vêtements, les câbles pour attacher et piéger. Votre logisticien, en regardant un tas d'ordures, ne doit pas voir des déchets, mais des ressources potentielles. La question « Où puis-je utiliser ça ?» doit remplacer « Dois-je jeter ça ?» Vous devez passer à un état d'esprit où les ressources ne s'épuisent pas, elles changent simplement de forme. Santé et soutien. Ce sont les personnes qui vous maintiennent en vie à long terme. Vous avez besoin de professionnels de santé compétents, médecins, infirmières, pompiers, ambulanciers. Mais n'oubliez pas les vétérinaires. La médecine animale et la médecine humaine se recoupent à 100%. Un vétérinaire peut suturer une plaie, diagnostiquer une infection et ajuster la dose d'antibiotiques. Dans un monde sans hôpitaux, un vétérinaire est un luxe inestimable. Vous avez également besoin de producteurs alimentaires, des personnes qui comprennent la terre, les cycles de culture, la conservation des aliments, conserve, fumage. Et vous avez besoin de cuisiniers. Ne riez pas. Un bon cuisinier peut transformer des ingrédients simples, riz, haricots, conserves, en un repas qui remonte le moral des soldats. C'est très important pour le bien-être mental du groupe. La santé ne concerne pas uniquement les os brisés et les infections. Le plus grand tueur est souvent le désespoir. Le trouble de stress post-traumatique, TSPT, ronge la fonctionnalité du groupe comme un virus. Dans votre équipe de santé, vous avez besoin de soigneurs d'âme qui savent écouter et apaiser les peurs. Créer des routines, célébrer les petites victoires, se souvenir des dates spéciales, même en temps de famine, ce ne sont pas des luxes, c'est le ciment de l'intégrité mentale. L'homme ne peut pas vivre seulement en respirant. Il a besoin de croire en un sens, en un futur. Si le moral du groupe s'effondre, le système immunitaire s'effondre aussi. La dépression amène l'inattention amène les accidents et la mort. Une assiette chaude et une voix sincère disant « on va s'en sortir » sont parfois plus efficaces que le plus puissant des antibiotiques. Diplomatie et renseignement, c'est le rôle le plus sous-estimé. Ce sont des personnes capables de sortir, de négocier avec d'autres groupes sans provoquer de conflit, d'échanger des ressources et de recueillir des informations vitales. La densité de population est élevée en Europe. Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement. Vous allez rencontrer des gens. Vous avez besoin de personnes dotées d'une grande intelligence émotionnelle. Des personnes capables de lire le langage corporel, d'apaiser une situation tendue, de détecter un mensonge en 1 seconde. Les balles s'épuisent. La diplomatie, en revanche, est une ressource renouvelable. Vos diplomates sont aussi vos marchands. Quand la valeur de la monnaie papier, fiat, s'effondrera pour égaler celle du papier toilette, ils devront comprendre les vrais systèmes de valeur. L'or et l'argent sont des moyens de stockage de richesse à long terme. Mais un homme affamé ne mange pas d'or. Dans les premières phases de la crise, les devises valides sont l'alcool, les cigarettes, le café, les antidouleurs, les piles et les produits d'hygiène. Dans la phase suivante, la compétence et l'information deviennent monnaie d'échange. Si vous nous donnez tant litres d'eau propre, nous réparons votre générateur. Ou, si vous nous laissez un passage sûr, nous vous dirons quelles routes sont bloquées. Votre diplomate doit connaître la valeur des choses et ne jamais risquer les stocks vitaux du groupe, n'utilisant que les surplus réservés au troc. Paraître faible à la table des négociations est mortel. Paraître trop fort et riche vous transforme en cible. L'équilibre est de projeter une image assez forte mais prêt à partager. Protocole de filtrage. L'entretien d'embauche de l'apocalypse. Vous avez votre groupe de base, tout va bien. Et puis l'inévitable se produit. Une personne que vous ne connaissez pas entre dans votre cercle. Elle est sale, affamée, peut-être armée, peut-être accompagnée d'un enfant. Il demande de l'aide. Il veut entrer. C'est le moment le plus dangereux pour votre tribu. Si vous le laissez entrer sans le contrôler, il peut vous voler, vous tuer dans votre sommeil ou vous transmettre une maladie mortelle. Si vous le rejetez systématiquement, vous risquez de perdre un être cher ou de vous faire un ennemi. Voici le protocole. Appliquez-le à la lettre. Ne vous en écartez jamais. Étape, observation discrète. Ne vous montrez pas. Observez. Sont-ils seuls? S'il y a une personne visible, y en a-t-il 3 autres cachés dans les buissons? Il s'agit d'une tactique d'embuscade classique.
Sont-ils malades? Une personne qui tousse est une bombe biologique. Sont-ils armés? Comment portent-ils leurs armes? Étape. Premier contact en position de force. Si vous décidez de parler, faites-le selon vos propres conditions. Ne soyez jamais seul. Restez toujours à portée de tir avec un soutien armé caché. Nous vous voyons. Nous ne voulons pas vous faire de mal. Restez où vous êtes. Observez leurs réactions. Panique? Agressivité? Soumission? Étape 1. Interrogatoire. Posez des questions pièges pour tester leur cohérence. D'où venez-vous? Test de géographie locale. S'ils mentent sur leur itinéraire, ils mentent sur tout. Qu'est-il arrivé à votre groupe précédent? S'ils répondent « Ils étaient tous stupides, alors je les ai quittés », c'est un signe de danger majeur. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? Une personne affamée est irrationnelle. Elle est prête à tout pour manger. Sachez à quel point ils sont désespérés. Lors de l'interrogatoire, utilisez la technique du recoupement, cross-checking. S'il s'agit d'un groupe, séparez-les et posez les mêmes questions individuellement. La moindre incohérence dans leurs histoires est la preuve d'un mensonge planifié. De plus, soyez ouverts dans vos questions. Ne demandez pas « Avez-vous des armes ?» La réponse « Oui, non » se ment facilement. Demandez « Comment assurez-vous votre protection ?» Lorsqu'ils répondent, leurs yeux vont-ils vers le haut à droite, construction mensonge, ou vers la gauche, souvenir? Cachent-ils leurs mains? Leurs pieds sont-ils tournés vers la sortie, envie de fuir? Ces détails vous en disent plus que leurs mots. Écoutez votre instinct. L'évolution nous a programmés pendant des millions d'années pour sentir le danger. Si vous sentez que quelque chose cloche, c'est probablement le cas. Dans le doute, choisissez la sécurité. La pitié qui ouvre la porte laisse entrer le cheval de Troie. Étape quarantaine. Isolement total. C'est la règle d'or. Même s'ils semblent parfaits, ils ne peuvent pas entrer dans la base principale. Jamais le premier jour. Vous devez disposer d'une zone de quarantaine désignée. Il y a 2 raisons à cela. Biologique, ils peuvent être porteurs du Covid, de la grippe, de la tuberculose ou de la dysenterie. Sans système de santé, une simple épidémie de gastro-entérite peut tuer votre groupe par déshydratation. Quarantaine d'au moins 12 jours. C'est un test de confiance. Observez-les sans qu'ils s'en rendent compte. Utilisent-ils la nourriture que vous leur donnez avec parcimonie ou se goinfrent-ils? Fouillent-ils dans vos affaires? Écoutent-ils aux portes? La confiance ne s'accorde pas facilement. Elle se gagne avec le temps. Concrètement, la zone de quarantaine doit être un lieu physiquement séparé de votre espace de vie principal, mais sous votre surveillance. En appartement, cela peut être un débarras vide au rez-de-chaussée ou un garage. En maison, une tente ou une dépendance au fond du jardin. La règle est simple. 0 contact physique. Les repas sont déposés devant la porte, on frappe et on recule. Une fois la nourriture prise, les plats ne reviennent pas ou ne sont pas repris sans désinfection. Pour les besoins, un seau ou une fosse séparée doit être utilisé. Cela peut sembler inhumain, mais les plus grandes armées et civilisations de l'histoire ont été détruites par des microbes, pas par des épées. Le typhus, le choléra ou une simple grippe anéantira votre groupe mal nourri et stressé en 1 semaine. Ne laissez jamais la pitié percer vos protocoles de sécurité biologique. Les virus sociaux, l'ennemi intérieur. Vous avez échappé au pillard, au froid, à la faim. Mais votre groupe peut encore être détruit de l'intérieur. Le poison social est plus lent que les radiations, mais plus mortel. Il y a 4 types de personnes, 4 virus que vous devez immédiatement éliminer de votre tribu. Tolérance 0. La cruauté. Pas la fermeté nécessaire, mais la cruauté. Celui qui aime humilier, qui aime faire du mal aux plus faibles. C'est le dictateur de demain. Chassez-le avant qu'il ne s'empare du pouvoir. L'égoïsme. Ceux qui gardent le chocolat pour eux alors que les enfants ont faim. Ceux qui dorment pendant leur tour de garde. Ce sont des parasites. Ils perturbent l'harmonie du groupe. Mensonge. La confiance est la seule valeur que vous possédez. Le mensonge est de la fausse monnaie. Une fois la confiance brisée, tout est fini. Vous ne pouvez pas dormir paisiblement à côté d'un menteur. Paresse. Passager clandestin. La personne qui a toujours une excuse pour ne pas couper du bois ou porter de l'eau. Dans la lutte pour la survie, la paresse est un vol. Elle vole l'énergie du groupe. Le 5e, et peut-être le plus insidieux des virus, le nihiliste. Cette personne n'est ni cruelle ni voleuse. Elle diffuse simplement en permanence l'idée que « nous allons tous mourir, à quoi bon ?» Elle pompe une énergie négative constante, méprise les préparatifs, trouve un problème à chaque solution.
Cet état d'esprit est contagieux. Il consomme la volonté de vivre du groupe plus vite que les stocks de nourriture. La ligne est fine entre être réaliste et le pessimisme toxique. Celui qui analyse les dangers est précieux, mais celui qui rend chaque effort vain jette du sable dans le moteur du groupe. Soit vous réhabilitez cette personne en lui donnant de petites tâches concrètes et réalisables pour lui faire sentir qu'elle est utile, soit vous l'éloignez. Car une armée sans foi a perdu la guerre avant même que la première balle ne soit tirée. Conclusion. Le choix final. Voilà, nous en sommes arrivés là. Le temps passe. Le système économique et social est plus fragile que jamais. Après avoir lu cet article, vous devez faire un choix ce soir. Vous pouvez continuer à rêver. Vous pouvez rester dans votre fantasme de loup solitaire, empiler vos boîtes de conserve dans votre coin, penser que votre arme et votre courage suffiront. C'est votre droit. Mais sachez que si vous choisissez cette voie, vous mourrez. Vous mourrez seul, gelé, affamé et probablement fou. Ou vous pouvez commencer à construire. C'est un chemin difficile, un chemin lent, un chemin qui exige de l'humilité. Vous pouvez comprendre que la survie est un sport d'équipe. Vous pouvez comprendre que l'homme est un animal social. Regardez autour de vous. Vos voisins, vos amis, votre famille. Votre tribu est là. Elle est juste endormie. Réveillez-la avant qu'il ne soit trop tard. Lancez les discussions. Testez vos compétences. Créez des liens. Car lorsque les lumières s'éteindront pour toujours, lorsque la ville sera plongée dans le silence, la seule chose qui vous séparera du néant ne sera pas votre équipement tactique. Ce ne sera pas votre réserve de riz. Ce sera la personne qui se tiendra à vos côtés. Le loup meurt. La meute survit. C'est à vous de jouer.